Avec les temps économiques très incertains qu'on est tous en train de vivre, les coûts qui augmentent de plus en plus, l'accès à la propriété qui devient extrêmement compliqué pour la plupart des personnes de notre génération, alors qu'on est énormément à vouloir justement devenir propriétaire. Plus que jamais aujourd'hui, il est devenu essentiel de planifier et optimiser sa situation financière. Il y a plusieurs méthodes connues aujourd'hui de gestion de budget. La méthode la plus connue, c'est la fameuse méthode 50-30-20 dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Et en fait, la méthode consiste simplement en fait, à utiliser 50% de son revenu pour les dépenses de première nécessité. Nos impératifs, en fait, évidemment les choses qu'on n'a pas forcément envie d'acheter, mais qu'on doit. Donc typiquement le loyer, les assurances, ce genre de choses. Des choses qu'on n'a pas forcément envie d'acheter, qu'on n'a pas forcément envie de payer pour, mais on doit le faire tout simplement. Ensuite, on a 30% qui sont censés être alloués dans les dépenses qu'on a envie de faire, mais qui ne sont pas essentielles pour nous. Donc, typiquement, ça va être nos loisirs, les vacances, les sorties, etc. Et finalement, 20% de notre budget devrait partir dans notre épargne, finalement. Et c'est une des méthodes de gestion de budget les plus populaires aujourd'hui. Vous avez énormément de vidéos YouTube sur le sujet. Et c'est vrai que c'est une méthode qui a ses avantages, notamment dans la constance et la discipline de son exécution. On sait exactement combien on consomme, combien on dépense, combien on épargne. Donc, on a pas mal de visibilité. Donc, ça, c'est un avantage de la méthode. Mais malheureusement, pour moi, cette méthode, elle manque cruellement de flexibilité, d'une part, et le point le plus essentiel, c'est qu'elle ne prend pas du tout en compte les situations financières et les objectifs de vie de tout à chacun. Quelqu'un qui a par exemple énormément d'argent ne va clairement pas allouer 50% de son budget dans la partie essentielle, ça va être beaucoup moins de 50%. Et il y a typiquement aussi pas 30%, enfin normalement, de son budget qui devrait partir dans les loisirs, les voyages, etc. Ça devrait peut-être normalement être une plus petite partie de son budget. Donc typiquement la partie épargne pour ces personnes qui génèrent énormément de cash, typiquement ça va être largement supérieur à 20%. Malheureusement pour les personnes où au contraire on a des revenus très modestes, ces personnes-là, surtout s'ils vivent dans les villes, vont devoir allouer souvent beaucoup plus que 50% de leur budget aux essentiels et malheureusement la capacité d'épargne va être souvent largement inférieure à 20%. Et en plus de la situation financière, on a aussi tous des objectifs de vie qui vont être différents. Vous avez peut-être des objectifs qui sont très modestes en termes de nécessités financières ou peut-être très ambitieuses. Peut-être que vous avez dans l'objectif d'acquérir par exemple plusieurs biens immobiliers pour générer des rendements locatifs, pour par exemple être indépendant financièrement dans 10 ans. Et si c'est le cas, il se peut que suivant votre revenu actuel, vous deviez épargner bien plus que 20% de votre revenu actuel. Encore une fois, ça va dépendre de votre situation financière en ce moment et de votre revenu en ce moment. Et dans ce cas-là, en fait, la méthode 50-30-20 ne va pas du tout être adaptée à vous et à vos objectifs personnels. À la place de ça, pour trouver la bonne méthode adaptée à vos situations et vos objectifs spécifiques, je vous propose une méthode beaucoup plus sur mesure et qui s'adapte à chacun. Cette méthode, elle n'a pas vraiment de nom, mais en fait, elle va se dérouler en plusieurs étapes. Donc, la première étape, ça va être de définir et de quantifier clairement quels sont vos objectifs de vie à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, à court terme, ça va être en gros entre aujourd'hui et les 5 prochaines années. À moyen terme, ça va être dans 5 ans à dans 10 ans. Et à long terme, ça va être dans 10 ans à jusqu'à votre mort. Donc les étapes en fait de ce plan, c'est très simple en fait. D'abord, vous allez définir vos objectifs. Vous allez ensuite définir le montant nécessaire à la réalisation de ces objectifs, établir un montant d'épargne cible, donc un montant d'épargne que vous voulez en fait réaliser chaque mois. Et ensuite, vous allez estimer toutes vos dépenses actuelles, donc tous vos postes de dépenses. Et là, il faudra bien brainstormer parce que souvent, on a tendance à oublier des choses. Donc, je vais vous montrer un petit Excel qui va vous permettre de vraiment penser à tout. Ensuite, on va construire un portefeuille d'investissement pour justement l'épargne pour nos objectifs à moyen et à long terme. Ensuite, vous allez déduire votre charge fiscale. Ça, typiquement, je ne pourrais pas beaucoup vous aider pour ça parce que ça va beaucoup dépendre de quelle juridiction dans laquelle vous êtes. Moi, par exemple, je suis domicilié en Suisse et même en Suisse, on a des différences fiscales entre les différents cantons. Donc ça, c'est un travail du coup que vous allez devoir faire par vous-même, suivant la région dans laquelle vous êtes. Et enfin, dernière étape, on va trouver des économies à faire si on peut en faire dans les différents postes de dépenses qu'on a. Donc je vous propose sans plus tarder de rentrer dans un exemple concret de l'application justement de cette méthode de budgeting en commençant par justement la première étape qui est la définition de vos objectifs.
Le principe, en fait, c'est que tous ces objectifs doivent correspondre aux critères SMART, S-M-A-R-T. On a S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour relevant, en gros pertinent en français, et T pour time bound, donc en gros des objectifs qui sont fixés dans une période de temps très précise. Par exemple, dans 5 ans, dans 10 ans. Par exemple, si votre rêve, c'est d'avoir un bar sur la plage et de vivre de cette activité, il ne faut pas juste vous dire un jour j'aurai un bar à la plage. Il faut que les objectifs soient beaucoup plus quantifiables et définis que ça. Où est-ce que vous verriez avoir un bar? Combien de marges se font les bars en général dans la région que vous ciblez? De combien est-ce que j'ai besoin pour générer de chiffre d'affaires pour vivre de cette activité à partir de ces marges? Et à partir de ça, combien est-ce qu'il me faut de capital de départ? Et à partir de ce capital de départ dont j'ai besoin, combien de temps il me faut avec mon salaire actuel et en investissant une partie de mon épargne justement sur les marchés financiers. Ça va vous donner un nombre de mois ou un nombre d'années nécessaires pour réaliser cet objectif. Et l'importance du plan, justement, c'est que, en fait, il faut de la discipline et vraiment vous tenir au plan que vous avez fixé. Et pour vous tenir à cet objectif et justement avoir la discipline de vous tenir au plan, et justement, vos objectifs doivent être smart. Sinon, c'est beaucoup trop vague. Donc, entrons dans le vif du sujet. Donc là, typiquement, la première étape, ça va être la définition de ces objectifs. Donc, vous voyez, par exemple, là, prenez vraiment, asseyez-vous, posez-vous un moment et réfléchissez vraiment ce que vous attendez de la vie, où est-ce que vous verriez être finalement entre aujourd'hui et les 5 prochaines années, qu'est-ce que vous aimeriez faire, pareil pour les 5 à 10 prochaines années et pareil pour 10 ans jusqu'à votre mort. Donc, typiquement, par exemple, si vous, dans les 5 prochaines années, vous voulez faire un voyage au Japon, par exemple, alors vous le mettez ici, si c'est quelque chose que vous voulez absolument faire, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un mariage, ça peut être, là du coup, vous allez devoir estimer le budget nécessaire d'un mariage, où est-ce que vous voulez le faire, donc prendre plein de choses en compte. Ça peut être par exemple, si vous avez dans l'objectif d'avoir des enfants bientôt, vous constituez par exemple une épargne pour vos enfants dans les 5 prochaines années, ça peut être plein de choses différentes. Par exemple, ça peut être justement, comme j'ai mis, un voyage au Japon, donc ça peut être ça, par exemple, à court terme. À moyen terme, ça peut être, par exemple, des objectifs très matérialistes aussi, par exemple, ça peut être avoir une Ferrari, par exemple, ou une Porsche Cayenne, par exemple. Moi, j'aime beaucoup les Porsche Cayenne. Vous mettez ça. Donc là, la première étape, ça va vraiment être de définir vos objectifs. Et ensuite, dans une étape ultérieure, ensuite, on va clairement estimer les budgets nécessaires. Pour l'instant, on brainstorm juste sur des idées, sur des choses que vous voulez vraiment avoir à long terme. La propriété du logement, par exemple, ça, c'est aussi un objectif que beaucoup de gens ont. Et finalement, à long terme, vous voudriez peut-être, par exemple, avoir l'indépendance financière. Donc l'indépendance financière, ça ne veut pas dire arrêter de travailler, mais ça veut dire simplement être dans la situation où on pourrait se permettre financièrement d'arrêter de travailler. Ou de pouvoir travailler justement avec l'esprit aussi beaucoup plus serein. Parce qu'on sait que nous et notre famille, on est à l'abri. Donc ça aussi, ce montant d'indépendance financière, ce montant de rente nécessaire, ça va aussi dépendre à vos objectifs de vie, à votre situation personnelle aussi. Ensuite, une fois que vous avez défini vos objectifs de vie, vous allez justement aller estimer le budget nécessaire pour atteindre ces objectifs de vie. Donc par exemple, un voyage au Japon, mettons que vous voulez partir par exemple 3 mois au Japon. Du coup, combien est-ce que vous avez besoin pour justement vivre 3 mois au Japon, hein. Donc peut-être là du coup il va falloir se poser la question, est-ce que vous voulez faire que Tokyo ou est-ce que vous voulez faire un peu un tour du Japon? Tokyo, ça va être beaucoup plus cher que dans d'autres zones au Japon, donc ça va être aussi un travail de recherche pour vous, si en incluant par exemple le transport, tout ça, pour estimer combien un séjour, selon vos critères de confort aussi, va être nécessaire pour vous pour justement pouvoir faire ce voyage au Japon. Donc ça, c'est un travail de recherche qui va vous prendre un petit peu de temps, mais moi, par exemple, mettons pour la vidéo, mettons que par exemple, pour vivre 3 mois au Japon, on va dire que selon mes critères de standard, on va virer un peu large, on va dire qu'il me faut 10 000 euros par exemple. Le prix d'une Porsche Cayenne, ça par exemple, ça va être beaucoup plus facile à estimer de combien vous aurez besoin. Donc ça, vous allez regarder rapidement sur internet les prix d'une Porsche Cayenne aujourd'hui, vous regardez un modèle qui vous plaît, vous projetez un petit peu avec l'inflation sur les prochaines années et puis très, très rapidement vous trouvez qu'une Porsche Cayenne, disons relativement basique, va vous coûter entre 5 et 10 ans probablement 150 000 euros. Ensuite, pour la propriété du logement, ça aussi, il va falloir réfléchir où est-ce que vous voulez être propriétaire
de votre logement. Si vous êtes quelqu'un de très citadin, que vous aimez être au centre-ville, du coup, vous allez regarder par exemple les prix des appartements en ville dans la région dans laquelle vous êtes. Si vous aimez un peu plus le calme de la campagne comme moi, vous allez un petit peu regarder à la campagne, dans la région dans laquelle vous êtes ou dans la région dans laquelle vous vous projetez dans les 5 à 10 prochaines années, hein. C'est des plans qui ne sont pas forcément écrits dans le marbre, c'est aussi un plan qui, c'est des objectifs de vie qui peuvent changer aussi à travers le temps. À ce moment-là, il faudra refaire le travail, mais dans l'état actuel des choses, vous estimez un petit peu où est-ce que vous verriez, avec une famille ou pas, vous estimez un petit peu le prix du logement nécessaire. Donc, il faut regarder un petit peu sur Internet, il faut regarder le montant de fonds propres nécessaires. Et moi, dans mon cas, je vous dirais, par exemple, il me faudrait 200 000 € de fonds propres, par exemple. Ensuite, l'indépendance financière. Donc ça, c'est typiquement une rente que vous allez toucher. Donc, mettons que, par exemple, vous considérez que vous êtes indépendant financièrement à partir d'une rente de 5 000 € par mois, par exemple. Donc là, il faut vous poser la question en termes de fonds propres, combien est-ce qu'il me faut pour acquérir un actif qui va me générer 5 000 € net par mois. Donc c'est facile, vous faites un rapide calcul. Mettons par exemple 5 000 €, c'est l'objectif. Suivant la région dans laquelle vous investissez, mettons vous fassiez du 5% net, donc on va dire du 7% brut. Ensuite, de combien est-ce que vous avez besoin pour générer 5 000 € par mois? Ça va dépendre de où vous voulez investir, donc des niveaux, des rendements aussi. Est-ce que le marché immobilier est extrêmement cher ou pas? Est-ce qu'il y a beaucoup de tensions locatives? Typiquement, par exemple, vous allez dire que vous estimez que vous allez investir à 5% de rendement net. Vous regardez ce loyer net mensuel et vous le multipliez par 12 pour avoir les loyers nets annuels. Et ces loyers nets annuels, vous allez simplement du coup le diviser par le taux de rendement nécessaire, donc 5%. Et vous voyez que du coup, pour faire générer 5 000 € mensuel à 5% de rendement net, vous avez besoin du coup d'acquérir un actif dans la zone que vous visez, à peu près 1,2 million d'euros. Sur ces 1 million d'euros, mettons que par exemple vous voulez injecter 30% de fonds propres, donc vous faites simplement 30% de ça et vous voyez qu'il vous faudra dans 10 ans avoir 360 000 € de fonds propres pour pouvoir générer 5 000 € mensuels de rendement locatif. Ensuite, du coup, une fois que vous avez défini vos objectifs et que vous avez défini le montant nécessaire pour réaliser ces objectifs, là, vous allez passer à la troisième étape qui va être du coup l'établissement d'un montant d'épargne cible. Donc, à partir de vos objectifs, il vous faut définir clairement combien d'épargne il vous faut à la fin de chaque mois et dispatcher cette épargne justement sur les 3 différents horizons temporels. Donc, les 3 horizons de temps des objectifs que vous avez définis. Pour l'épargne à court terme, par exemple, je parle de la liquidité qu'il vous faut avoir constamment à disposition sur votre compte bancaire. Ce montant de liquidité constant sur votre compte doit vous aider à atteindre non seulement votre objectif ou vos objectifs à court terme, et aussi un montant de réserve supplémentaire à toujours avoir sur le compte bancaire, justement en cas de coup dur, en cas de pépin. Généralement, il est recommandé d'avoir entre 2 à 3 salaires fixe en liquidité toujours sur son compte bancaire à disposition, mais ça peut être plus, ça peut être moins, vraiment ça dépend de vous. Il faut simplement que vous soyez émotionnellement à l'aise avec ce montant en question. La partie de votre épargne qui concerne les objectifs à moyen et long terme, eux vont être investis pour générer des rendements. Donc ça peut être investi directement dans les marchés financiers, la bourse, la crypto, ou ça peut aussi être directement investi dans l'immobilier suivant votre niveau de revenu actuel. Aujourd'hui, vous pouvez aussi directement investir dans l'immobilier tokenisé, donc comme dans Realty par exemple, et là il ne faudra pas avoir un gros capital de départ. Vous pouvez investir à partir de 50-100 $, et donc vous avez aujourd'hui beaucoup plus de solutions d'épargne qu'on avait à l'époque. Donc ça peut aussi être un instrument de placement très intéressant pour vous. L'idée en fait, c'est qu'avec cet argent, vous allez le placer et vous allez chercher un peu de risque en fait, parce qu'il faut toujours du risque pour générer du rendement. Et comme ces horizons temporels sont quand même assez loin dans le temps, parce qu'on est sur des périodes de minimum 10 ans, le risque de bear market sur 10 ans est quand même
relativement faible. Même s'il devait y avoir un crash boursier dès que vous commencez à investir, hein, mettons le pire scénario possible, vous commencez cette méthode de DCA et puis on a un bear market qui arrive, bah, la probabilité que les marchés soient bien plus hauts dans 10 ans est quand même très élevée. Par contre, je ne préconiserais pas d'aller placer justement cet argent pour en fait vos objectifs à court terme. Parce qu'entre aujourd'hui et 5 ans, mettons dans 2 à 3 années, si on entre pile au mauvais moment du marché, bah, en fait, on n'est pas sûr que sur 2, 3, 4 ans, voire même 5 ans, qu'en fait, on aurait récupéré notre mise. Si on part vraiment dans un gros bear market. Donc, on a quand même plus de chances de perdre l'argent sur un horizon temporel plus court que sur un horizon temporel plus long. La troisième étape, ça va être l'estimation de toutes vos recettes et surtout toutes vos dépenses, parce que le total de vos recettes, ça c'est relativement facile à calculer, hein. Vous prenez simplement votre salaire, une estimation du bonus, hein. Là il vaut mieux peut-être un petit peu sous-estimer si c'est instable. Pareil pour les compléments de revenus, si vous avez un side hustle comme on dit, si vous avez peut-être des boutiques e-commerce, ce genre de choses, ou que vous faites du trading et que vous arrivez à faire de l'argent de façon relativement fiable, ça peut être intéressant aussi de le mettre dans les compléments de revenus. Mais là, dans ce genre de cas, pour quelque chose de pas fixe, je préconise quand même de sous-estimer un petit peu. Et par contre, pour les postes de dépenses, là, je préconise de surestimer un petit peu. Donc là, je vous ai fait un peu un listing de toutes les choses auxquelles il faut faire attention. Charges fiscales, j'en parlerai après. Mais en gros, vous avez tous ces différents postes de dépenses ici. Voilà, qui regroupe à peu près tout. Donc par exemple, dans la partie logement, vous allez mettre le loyer. Si vous êtes propriétaire, les intérêts hypothécaires, vous allez les mettre ici. Si vous êtes propriétaire, du coup, vous allez peut-être aussi mettre une estimation des travaux que vous faites, mais du coup, vous allez lisser ça à travers les mois. Donc ça, typiquement, vous pouvez le mettre dans autres dépenses. Peut-être que vous avez une aide ménagère, ce genre de choses, que vous achetez des meubles assez régulièrement. Dans ce cas, c'est aussi quelque chose que vous allez lisser pour avoir un montant mensuel. Ensuite, vous passez en revue l'ensemble de vos assurances. Vous faites le même travail avec la nourriture, par exemple. Donc tout ce qui est justement les courses, mais aussi les restaurations hors du domicile, ou quand vous commandez à manger, ce genre de choses. Même chose avec le thème des loisirs. Donc quand vous, par exemple, vous faites du shopping, vous achetez des vêtements. Quand vous partez en vacances, vous faites des voyages, des restaurants, les hôtels, les campings, etc. Téléphone, internet, tout ça. Les cadeaux aussi, ça typiquement c'est aussi un poste de dépense qu'on a souvent tendance à sous-estimer, parce qu'il faut savoir que les cadeaux on n'en fait pas souvent, mais quand on en fait, ça coûte quand même relativement cher, hein. Pensez à Noël, pensez aux anniversaires de vos proches, ça peut vite coûter assez cher si vous faites des cadeaux un petit peu originaux. Les autres biens et services, si vous fumez, évidemment, ça va aussi être un gros poste de dépense. Dans la formation, vous êtes peut-être encore en formation, ou vous allez peut-être vous acheter des formations assez régulièrement sur Internet. En ce cas, ça va aussi potentiellement être un gros poste de dépense pour vous. Voilà, tout un tas de choses auxquelles on pense peut-être pas forcément quand on planifie un budget, mais il faut y penser parce que ça aura un impact sur notre montant d'épargne disponible. Réfléchissez vraiment sur une année entière, où est-ce que va votre argent, et une fois que vous avez ça, en fait, vous lissez ça pour avoir un montant mensuel. Une fois que vous avez fait ça, vous pourrez facilement calculer la différence entre vos recettes et vos dépenses, et ça va tout simplement vous donner le montant d'épargne que vous avez à disposition. Aujourd'hui, on est dans une situation où malheureusement nos coûts augmentent beaucoup plus vite que nos salaires, surtout certains postes de dépenses en particulier, hein, je pense notamment au loyer, à certaines assurances. Donc une première chose que vous pouvez mettre en place par exemple, c'est soit décider de consommer moins sur certains postes de dépenses, hein, j'y reviendrai plus tard, il y a une étape spécifique pour ça. Si vous voyez déjà que vous êtes ric-rac, ou essayer d'aller optimiser par-ci par-là pour voir si vous pouvez trouver moins cher. Par exemple, prendre une assurance moins chère, prendre un loyer moins cher aussi pour vous débloquer de la capacité d'épargne. Ensuite, la prochaine étape, ça va être la construction du portefeuille d'investissement pour le moyen et long terme. Donc justement, le montant d'épargne cible qu'on avait établi dans la deuxième étape, vous allez aller définir votre stratégie de placement. Donc il va falloir prendre en compte les rendements espérés de vos investissements. Donc pas besoin de faire compliqué, hein. De toute façon on est sur des estimations, hein, que ce soit dans les calculs ou dans les produits dans lesquels on investit. Typiquement pour estimer les rendements espérés, on va tout simplement prendre les rendements historiques des différents marchés depuis qu'on a des données sur ces marchés. C'est des projections tout simplement, et une des bases les plus utilisées pour faire des projections, c'est tout simplement l'historique qu'on a sur ces classes d'actifs spécifiques
Et évidemment, plus on a d'historique sur ces classes d'actifs, plus on peut faire des projections fiables. Donc historiquement, on sait que le marché actions mondial fait à peu près du 8% par année. Donc vous avez ce logiciel ici, par exemple, qui va vous permettre de trouver combien vous pouvez avoir dans combien de temps avec des investissements initiaux et des investissements perpétuels, mensuels. Je vous mettrai le lien en description et ça va vous permettre le capital que vous aurez à disposition dans X années qui sera nécessaire pour la réalisation de vos objectifs. Donc par exemple, si on veut placer, mettons, 400 euros par mois, par exemple, mettons, on peut épargner 400 euros pour nos projets à long terme, moyen long terme, donc là ça met en dollars, mais c'est la même chose. Monthly contribution, donc le montant mensuel que vous investissez, donc 400, le nombre d'années, donc on va mettre 10, le taux d'intérêt espéré, donc on va mettre 8% à peu près. Fréquence de réinvestissement annuel, parce que typiquement les dividendes ça va être ça va se verser de façon annuelle, donc on va calculer ça et on voit que dans 10 ans, en investissant 400 euros par mois, on se trouve justement avec un capital de 70 000 $ à peu près. Donc moi j'avais justement comme objectif, par exemple, j'avais mis d'avoir une Porsche Cayenne à 150 000 $. Vous voyez que du coup 400 euros ou dollars ou ce que vous voulez d'épargne par mois ne va pas du tout être suffisant pour atteindre les 150 000 €. Donc, il va falloir tout simplement soit aller sur des marchés qui génèrent plus que 8% par année, hein, donc ça, on n'en a pas beaucoup. Il va falloir être plus agressif au niveau du risque. On a certaines cryptos, mais le risque avec les cryptos, évidemment, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'historique. Mais ça peut être aussi une stratégie de placement agressif qui va vous permettre d'atteindre les objectifs, vos objectifs de vie plus vite. Ou la deuxième option, ça va être de fortement augmenter le montant d'épargne ici que vous placez justement. Donc là, justement, c'est des stratégies qu'on va voir plus tard, mais justement, il va s'agir peut-être d'optimiser certains postes de dépenses, consommer peut-être un petit peu moins pour débloquer de la capacité d'épargne et pouvoir investir plus. Par contre, vous voyez ici que si j'arrive à débloquer 400 euros ou dollars supplémentaires de capacité d'épargne, je vais être capable du coup d'arriver à un capital, on est du simple au double, hein, tout simplement, on arrive à 140 000 $ de capital dans 10 ans, donc on sera en fait quasiment dans le prix nécessaire pour justement pouvoir s'offrir la fameuse Porsche Cayenne dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, la prochaine étape, ça va être du coup la déduction de la charge fiscale, hein. Donc ça va être un autre point important parce qu'il faudra prendre en compte les impôts que vous payez au fisc sur votre revenu, que ce soit sur votre activité ou vos investissements, et puis l'impôt sur la fortune aussi. Ici, justement, comme je vous disais, je ne vais pas vous donner de conseils spécifiques parce que forcément, ça va fortement dépendre de la juridiction dans laquelle vous faites partie, tout simplement. Moi, par exemple, comme je disais, je suis en Suisse. On n'a pas d'impôt sur les gains en capitaux des titres, alors qu'en France, vous avez une flat tax de 30%. Et par exemple, au niveau suisse, on a des différences, comme je le disais, on a des différences entre les cantons. Et moi, qui viens du canton de Genève, on se fait saigner, par exemple, sur l'impôt sur la fortune. Donc voilà, plein de petites choses différentes à prendre en compte suivant l'endroit dans lequel, la région dans laquelle vous êtes. Et dans votre cas spécifique, je vous recommande de directement aller vous renseigner auprès d'un fiscaliste spécialisé dans votre région. Par contre, je peux que vous recommander de vous renseigner sur les différentes formes d'investissement ou de placement d'épargne qui peuvent en fait vous aider à alléger votre fiscalité dans votre région. Donc par exemple, un plan d'épargne en action en France ou un troisième pilier en Suisse. Parce que cette fiscalité peut aussi potentiellement faire une différence sur votre capacité d'épargne et donc sur votre capacité de fonds propres à long terme. Donc plus vous pouvez optimiser votre charge fiscale, plus vous aurez une capacité à générer davantage de fonds propres parce que finalement, c'est comme générer des rendements sans risque. Et enfin, la dernière étape ici, donc la 7e étape, ça va être tout simplement se demander où peut-on réaliser des économies sur nos différents postes de dépenses. Donc vous allez sur ces différents postes de dépenses ici et en fait ça va être un point clé pour vous débloquer de la capacité d'épargne. Suivant vos niveaux d'épargne et vos objectifs de vie, il va falloir pousser un petit peu et justement débloquer de la capacité d'épargne supplémentaire. Donc je vous ai dit que la diminution de la charge fiscale ici, c'était une méthode. Il y a aussi le fait de débloquer du cash simplement en
consommant moins. Donc ici, il va s'agir d'aller diminuer vos différents postes de dépenses ici. Et ça, c'est un travail beaucoup plus rigoureux et de discipline, hein. C'est quelque chose qui se fait aussi sur le long terme. C'est pas forcément quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais par exemple, demandez-vous si le loyer que vous payez aujourd'hui est vraiment adapté à votre situation et adéquat en fait pour la réalisation de vos objectifs. Est-ce que c'est vraiment important pour vous d'avoir un appartement aussi grand ou d'être aussi bien situé? Est-ce que finalement faire 15 ou même 20 minutes de transport supplémentaires chaque jour, est-ce que ça peut pas aussi valoir le coup pour justement débloquer de la capacité d'épargne? Peut-être que non, hein, peut-être que vous êtes très bien installé en ce moment, que votre loyer ne vous pose pas de problème, que vous avez vraiment besoin d'être situé à l'endroit que vous êtes. Ça, c'est pas justement, comme je disais, j'en sais rien, ça dépend vraiment des cas individuels, hein. Chaque situation est différente. C'est à vous de vous poser cette question par vous-même. Peut-être que vous êtes bon au niveau de loyer, mais peut-être que vous avez d'autres postes de dépenses qui pourraient être optimisés ou qui sont trop élevés. Si vous avez l'habitude d'aller boire des verres tous les soirs, peut-être qu'il faut passer à le faire pour commencer peut-être 3 fois par semaine. Ou au lieu de vous commander à manger tous les soirs, parce que peut-être vous avez la flemme ou parce que vous n'avez pas le temps de vous faire à manger, trouver une solution par rapport à ça. Par exemple, cuisiner le dimanche tous vos repas pour la semaine et comme ça vous êtes tranquille. Et peut-être au niveau des assurances aussi, renseignez-vous si par exemple vous ne trouvez pas des assurances moins chères. Alors bon, moins cher c'est une chose, hein, il faut que ça reste évidemment adapté à votre situation, mais peut-être optimiser une assurance qui couvrirait la même chose mais qui coûterait moins cher, changer d'opérateur, voilà, c'est tout un travail à faire. Et je suis sûr qu'en creusant un petit peu, il y a plein d'optimisations que vous pouvez faire de votre côté sur au moins quelques-uns de ces postes de dépenses. Pour conclure cette vidéo, pour moi, cette méthode est beaucoup plus souple que la méthode 50-30-20 parce que cette méthode, elle s'adapte justement complètement à vos objectifs de vie et à votre situation personnelle. Peut-être que vous avez besoin d'épargner plus de 20%, peut-être que vous avez besoin d'épargner moins de 20% parce que peut-être vos objectifs de vie ne sont pas si inatteignables. Si votre rêve, c'est par exemple d'aller en Thaïlande, acheter de l'immobilier là-bas et puis vivre de vos rendements locatifs là-bas, il n'y a probablement pas besoin de rester en France. Il faut se poser la question. Le plus important, c'est vraiment cette partie ici. La définition de vos objectifs de vie et puis les mesurer correctement avec la méthode justement SMART dont je vous parlais. Parce que c'est ça qui va vraiment définir tout le reste. Posez-vous un moment, réfléchissez à ce que vous voulez. Vraiment, imaginez votre vous idéal dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans et réfléchissez à quelle personne vous vous voyez être. Après, évidemment, ce budget, il ne va pas faire de miracle non plus. Si votre but, c'est d'atteindre la liberté financière dans les 2 prochaines années, il va falloir que vous soyez très successful. Et là, je ne peux pas vous aider pour ça, malheureusement. C'est à vous de mettre beaucoup de choses en place pour... Si c'est le cas, en fait, c'est à vous de mettre beaucoup de choses en place pour vous permettre de le faire, mais disons, l'établissement d'un budget comme ça ne veut pas non plus faire de miracle. Ce budget-là, il est destiné à vous aider, en fait, dans votre situation actuelle et les projections en adéquation avec votre situation actuelle. Une autre particularité de cette méthode par rapport au simple 50-30-20, c'est qu'en fait, c'est pas une méthode qui est statique, mais c'est une méthode qui est dynamique. Les objectifs de vie, comme je vous disais, c'est pas écrit dans le marbre et il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans votre vie. Donc ça demande de constamment réévaluer le plan qu'on a établi. Et si on constate qu'il y a des changements majeurs sur nos objectifs, il faut aussi adapter tout le reste. Notre montant d'épargne, notre stratégie de placement, etc. Par exemple, si vous avez défini ce plan quand vous étiez célibataire et que vous pensez que vous allez finir votre vie, partir en Asie et puis finir votre vie tout seul là-bas, par exemple, et que demain vous rencontrez ici en France la personne de votre vie, forcément ça va avoir potentiellement un gros impact sur le plan que vous aurez mis en place. Par exemple, vous pourriez soudain avoir comme objectif sur les 5 prochaines années, par exemple, le mariage, la constitution d'une épargne pour votre futur enfant. À ce moment-là, forcément, ça aura un impact sur le montant d'épargne à mettre de côté et l'objectif de vie de l'épargne que du coup vous aurez établi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous recommande vraiment de faire l'exercice une fois, même de façon générale. Je pense que c'est bien de se poser un moment et de se demander vraiment qu'est-ce que j'attends de la vie finalement, quels sont mes objectifs, parce que c'est ça aussi qui est vraiment intéressant. J'ai l'impression qu'il y a malheureusement trop de personnes qui avancent dans la vie sans vraiment avoir d'objectifs et je trouve ça un petit peu triste.
Parce que si on se pose et qu'on brainstorm juste un petit peu, je suis sûr qu'on a tous des objectifs de vie, on a tous des rêves, des choses qu'on veut atteindre dans la vie et voilà, c'est pour ça aussi que je trouve très intéressant de faire cet exercice. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, partagez, commentez, abonnez-vous si vous aimez mon contenu. Moi, je vous reviens très vite pour une prochaine vidéo. C'était Patrick de Sortiter. Ciao!